Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct se retrouve ce mercredi matin avec M. Abdelmajid Attar, consultant expert international en énergie, ancien président directeur général de Sonatrach, ancien ministre des Ressources en eau. M. Abdelmajid Attar, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Pour nous accompagner, Hassan Haddouche. Hassan, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes mercredi 3 février, nous sommes au lendemain du verdict du procès de Sonatrach 1. On peut rappeler rapidement le verdict. Le président directeur général de l'époque, M. Mohamed Mziane, a été condamné à 5 ans de prison avec sursis, donc pas de prison ferme. Et le juge de la Cour d'Alger a prononcé des peines allant de 18 mois à 6 ans de prison ferme pour que quelques-uns des prévenus, la plupart des autres prévenus, notamment les vice-présidents du groupe Sonatrach de l'époque, ont été tout simplement relaxés. Quel est votre commentaire, monsieur Abdelmajid Attar, de ce verdict ? D'abord, peut-être un commentaire sur le plan humain. Moi, je dis c'est un soulagement extraordinaire quand même pour les familles, d'abord, pour les familles surtout, et pour les individus eux-mêmes. Bon, franchement, j'applaudis, je suis vraiment content, d'autant plus que la majorité d'entre eux, je les connais. Ils ont travaillé avec moi, j'ai travaillé avec eux aussi. Maintenant, bon, toujours sur le plan humain, mais il y a des douleurs qui vont rester, parce que c'est pas facile. Notamment la détention préventive qui débouche sur des relax. Voilà. 5 ans de prison, parfois plus, dans certains cas, qui débouche sur une relax. Voilà, franchement, c'est pour ça que je dis, le soulagement, c'est surtout les familles. Pour les individus aussi, mais il y a des douleurs j'applaudis aussi, c'est une décision vraiment sage. Je suppose que c'est destiné un petit peu à assainir un petit peu l'atmosphère. Je me demande même si ce n'est pas un signe ou un signal destiné à Sonatrach, à ceux qui sont à l'intérieur de Sonatrach et ceux qui travaillent aujourd'hui, ceux qui ont une lourde mission quand même il faut qu'ils continuent à travailler, il faut qu'ils, de la même façon qu'avant. Bon, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire rapidement ou pas, revenir en quelque sorte à une ambiance saine, à un environnement où il y a des initiatives qui sont prises pour essayer de faire mieux que dans le passé. Pourquoi ? Parce que Sonatrach a subi quand même des dégâts assez importants. On va y revenir tout de suite, mais déjà je voudrais m'arrêter une seconde sur qu'est-ce qui était au centre de ce procès. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans le cas des entreprises publiques, c'est le mécanisme de passation des marchés. Un peu les achats, les contrats. Et est-ce que vous avez été évidemment aux affaires, vous avez été à la tête de Sonatrach. Le mécanisme d'achat, est-ce qu'il y a un moyen de le rendre plus sûr ? Est-ce que le risque de corruption, finalement, c'est pas un risque opérationnel de gestion avec lequel il faut dealer ? Voilà. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on n'a pas été trop loin depuis dans les mécanismes de contrôle ? Parce que depuis, il y a eu les circulaires intérieures qui rendent plus difficiles les achats. Non, les risques, ils ont existé, ils existent et ils existeront toujours, quelle que soit la réglementation mise en place. Moi, je pense, et les risques augmentent, c'est-à-dire en fonction des dossiers à traiter, des dossiers d'achat ou des dossiers contractuels en quelque sorte. Parce que plus on a plus on a de dossiers à traiter, plus il y a de risques. Maintenant, comment ça se passait avant ? Le gros problème, c'est qu'il y a, plutôt après 2000, il y a, jusqu'à aujourd'hui, il me semble, confusion entre les commissions, c'est-à-dire les marchés publics et les marchés au sein des entreprises. Moi, je suis désolé, Sonatrach est une entreprise, c'est une SPA. Elle a son propre code des marchés.
Elle a ses commissions de marché, etc. Autrefois, on avait des commissions au niveau de chaque direction, avec des plafonds, bien sûr, par branche et par entreprise. Et il y avait même certains contrats, par exemple, qui sont très importants et qui ont même des implications parfois politiques. Par exemple, avec sur les échanges entre pays. Et à ce moment-là, on avait recours pratiquement, il fallait demander l'autorisation jusqu'au Conseil des ministres pour faire certains contrats. Mais il y avait beaucoup de contrats, ça se traitait à la base. Moi, je vous dis, quand j'étais PDG, il y avait certains contrats, je les voyais même pas. Chacun était... il n'était pas libre. Ça aurait été difficile de voir tous les contrats de C'est impossible, c'est pratiquement impossible, même au niveau d'une branche et même au niveau d'une direction. Donc c'est pour ça que je dis, l'essentiel, c'est que chacun soit réellement responsable de ce qu'il fait. Il connaît ses limites, il est pleinement responsable. Il faut d'abord donner la possibilité aux gens d'exercer leur autorité, leur responsabilité, leur pouvoir. Mais à un certain moment, on a commencé à centraliser. C'est la centralisation des décisions qui a entraîné un petit peu le cafouillage. À quel moment on a commencé à centraliser, M. Attal? C'est à partir du moment où il a commencé à y avoir beaucoup d'argent, quand le prix du baril a commencé à augmenter, au-delà de 2003-2004. Donc, l'argent étant là, les besoins étant là aussi, parce qu'il fallait... Alors, on va être précis. Nous, on est à Radio M, on n'est pas sur une chaîne publique, donc on va être précis. Est-ce que cette centralisation ne correspond pas à la période où le directeur général de Sonatrach était aussi le ministre de l'énergie? Bien sûr. Il y avait une centralisation non seulement du pouvoir, des pouvoirs, on parle de M. Chakib Khalil, hein, voilà. Oui, c'est ça. Hein, et donc on a commencé à centraliser les décisions au même niveau. Et c'est à ce moment-là. Alors, c'était un besoin de contrôle ou c'est un besoin de... Ça, je ne sais pas. J'étais pas à leur place, donc je peux pas dire si juger. Est-ce que c'était un besoin de contrôle ou un autre? J'en sais rien. Hein, je peux pas. Mais je sais que c'était une période où personne ne pouvait prendre une décision s'il ne demandait pas l'autorisation plus haut. À chaque fois qu'un dossier remonte à un niveau, par exemple on est à N-4, on demande l'autorisation du N-3, le N-3 il va au N-2, le N-2 au niveau... Rassurez-nous, pour des niveaux de contrat on va dire quand même de quelques millions de dollars. Oui, bien sûr, pour les millions de dollars. Pas pour les fournitures de feuilles. Non, pour les... je vous assure qu'à un certain moment, on ne pouvait même pas acheter. Enfin, les gens, d'après ce qu'ils me disaient, ils pouvaient et tout passait par appel d'offres. Enfin, ce dont je me souviens de la période Khalil, c'est que Khalil a institué l'appel d'offres pour tout. Oui. Et donc ça paraissait plutôt être de la décentralisation. Non, parce que quand vous faites un appel d'offres... D'ailleurs, il a fait naître le Bawsam. Oui, qui était le bulletin qui centralisait tous les appels d'offres du secteur, pas seulement de Sonatrach. C'est une bonne chose, le BAOSM. Donc c'est pas de la centralisation, ça, monsieur Attal. Non, mais je parle pas de ça. Le BAOSM, c'est publié dans une seule revue de façon à centraliser l'information à la disposition des fournisseurs. Ça, c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. Personne, je ne pense pas qu'il... Mais c'est la façon de traiter les dossiers. C'est la façon de traiter les dossiers. À un certain moment, par exemple, on a commencé, c'était systématique. Il faut prendre le moins de 10 ans. Mais le moins de 10 ans n'est pas toujours le meilleur. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de problèmes. À cause, par exemple, on a acheté des joints ou je ne sais plus quoi de mauvaise qualité parce que c'était les moins chers. Ça entraîne il faut se rappeler les catastrophes, les incendies de Skikda, les incendies qu'il y a eu au niveau de Hassim et Saoud, etc. Vous savez que si vous allez chercher un petit peu la cause, vous allez trouver que c'est un simple joint ou une dirite ou je ne sais plus quoi. D'un fournisseur qui n'était pas honoré. Bah oui, voilà, c'est tout. C'était le moins de 10 ans. Parce que les gens prenaient le moins de 10 ans. Puisqu'on évoque cette séquence de la gouvernance de Sonatrach, oui. Est-ce que, de votre expérience, vous diriez pas que la mise sous tutelle de Sonatrach, finalement, elle ne la protège pas, la mise sous tutelle politique, quand on a un interventionnisme politique important du ministre de tutelle, ministre de l'énergie? L'interventionnisme politique sur Sonatrach ou l'intervention au sein de la gestion de Sonatrach, c'est-à-dire la gestion quotidienne, disons, ou des affaires courantes, elle ne peut être que négative. Sonatrach, c'est vrai, c'est la plus grande société d'Algérie, c'est celle qui pratiquement nourrit l'Algérie,
Mais le politique doit s'arrêter au niveau du Conseil de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale de Sonatrach, quand même, elle est présidée par le ministre, c'est normal. C'est 100 membres de l'Assemblée générale, pratiquement le gouverneur de la Banque d'Algérie, le directeur général du Trésor, un autre représentant du ministère des Finances, un représentant de la République, de la présidence de la République. Donc c'est à ce stade-là qu'il faut arrêter. Il y a aussi le conseil d'administration, il y a des représentants aussi, il y a des finances, la Banque d'Algérie, etc. Le choix des administrateurs, est-ce que le choix des administrateurs est-ce que le choix des administrateurs ne peut pas aider Sonatrach à s'autonomiser, avoir une gouvernance, un management un peu plus... Non, ce n'est pas... Qui sont les administrateurs? C'est obligatoirement des gens qui sont désignés par l'État. Il n'y en a aucun qui vient... Si. Comment? Il y a le PDG lui-même qui est président du conseil d'administration, il y a les vice-présidents. Important, c'est-à-dire l'amont, l'aval, la commercialisation. Et puis, il y a les représentants des autres secteurs, qui viennent des autres secteurs. Et c'est normal, hein, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de personnalité indépendante dans ces C'est ce que je voulais dire, oui. Si, en principe, il doit y avoir une ou deux personnes, c'est-à-dire un expert, quelqu'un de vraiment... mais ce n'est pas le cas. Notoirement connu, mais là, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, vous attendez de cette décision, M. Attar, on va dire, apaisante, ce verdict, plutôt un verdict d'apaisement. Vous en attendez qu'on reprenne plus confiance aujourd'hui dans son attaque, qu'on se remette. Avant ça, est-ce que c'est quand même une procédure qui a duré, dans le même esprit, c'est quand même une procédure qui a duré 6 ans. Donc c'est très long pour un procès. Est-ce qu'à votre connaissance, ça a provoqué des dégâts? Bien sûr, je dis, il y a un dégât moral au niveau de l'entreprise, surtout. C'est ça, le dégât d'ailleurs au niveau de Sonatrach, il est de loin le plus important. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, ça a démoralisé les troupes. Il faut le reconnaître. Hein. Tout le monde regarde depuis 6 ans, attend un petit peu le résultat, qu'est-ce qui se passe. Ça a entraîné la majorité des responsables à prendre le moins d'initiatives possible. Être extrêmement prudent. Pas trop de prudence, c'est pas bon aussi, hein, parce que surtout dans le secteur des hydrocarbures, il faut décider, enfin, dans tous les autres secteurs, il faut décider vite. Mais on ne décide vite que si on se sent en sécurité, que si on sent qu'on est protégé, même si on fait des erreurs, parce qu'on peut faire des erreurs, hein, il y a personne on peut pas, quand on gère, on fait des erreurs. Donc, ça a entraîné, et ça, c'est un dégât extraordinaire. Ça, c'est à l'intérieur de Sonatrach. Et ça, c'est même parti jusqu'au terrain, c'est-à-dire là où il y a les vrais hommes et femmes de Sonatrach qui produisent aujourd'hui au niveau des gisements, etc. Pas seulement au niveau du management. Hein. L'autre dégât, c'est l'image de marque à l'international. À l'international, les entreprises, aussi bien les partenaires que les fournisseurs, ont commencé à se méfier. C'est-à-dire qu'ils ne font pas tout à fait confiance aux managers de Sonatrach. Et ils sont prudents par rapport à ce que, par exemple, opposition. Par exemple, moi, je suis à l'intérieur de Sonatrach, je discute avec un partenaire, je lui dis, oui, on va faire ceci ou on va faire cela. Le partenaire se méfie. Il se dit, oui, mais est-ce qu'il a le pouvoir? Est-ce qu'il va vraiment, il va pas manquer à son engagement? Parce que c'est pas lui qui décide. Je suis à la place d'un partenaire étranger. Je dis, celui-là, il va demander certainement au-dessus de lui l'autorisation. Et donc, ça entraîne des retards, ça entraîne des... Voilà ce qui s'est passé au sein de Sonatrach. Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, le dénouement de Sonatrach 1, j'espère qu'il va rétablir une certaine confiance. D'abord, à l'intérieur de Sonatrach, surtout, sur le terrain, surtout, pour que les gens se sentent plus apaisés et reprennent en quelque sorte confiance en eux-mêmes, et l'image de marque aussi de Sonatrach. Parce que quand on dit, finalement, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, même à l'étranger, les partenaires, je pense que Sonatrach, elle y gagne encore, mais il faudra du temps pour tout récupérer. Le problème, c'est qu'apparemment, le feuilleton va continuer, puisqu'on va avoir maintenant Sonatrach 2. Donc, votre conseil, ce serait qu'on se dépêche. C'est un signal, c'est un signal qui annonce que Sonatrach 2 sera réglé rapidement, et j'espère aussi de la même façon. Parce que il y a intérêt à régler ça rapidement,
et apaiser les esprits une fois pour toutes et reprendre le boulot, hein, parce que sinon, où est-ce qu'on va? Alors, reprendre le boulot sous le management de M. Amine Mazzouzi, il y a un point d'interrogation par rapport à ce nouveau PDG. Il est là depuis plusieurs mois, il n'a pas beaucoup communiqué, il n'a pas beaucoup, de point de vue des journalistes que nous sommes, des hommes de médias que nous sommes, il ne nous a pas donné de la lisibilité sur ce que veut faire Sonatrach, de ce qu'il veut faire lui, de Sonatrach. Est-ce que finalement, vous diriez pas, bon, je sais que vous êtes obligé d'être prudent, mais que c'est quand même un management qui correspond plus à la période d'incertitude qui est peut-être en train de se terminer, que le management et le manager en chef qui correspond à cette période où il faut reprendre le boulot, reprendre des initiatives et commencer à dealer avec son environnement. Non, écoute, d'abord, c'est pas de la prudence, hein. Je dis simplement, ça fait plusieurs mois. Moi, je pense qu'il faut donner du temps quand même au nouveau management qui a changé complètement de fond en comble, là. Il n'y a pas que le PDG qui a changé, hein. La plupart des 4 dirigeants de Sonatrach, beaucoup d'entre eux étaient intérimaires. Ils sont tous nouveaux, ils sont jeunes. Techniquement, moi, je sais que... Enfin, je ne les connais pas tous, hein. Mais techniquement, ce sont des gens quand même qui connaissent parfaitement leur boulot. Mais au point de vue management, moi je pense qu'il faut leur donner le temps quand même de se mettre au courant. Ils sont arrivés dans une période de crise. D'abord, Sonatrach 1 n'était pas terminé. Le prix du baril, il était en chute libre. Donc beaucoup de problèmes en même temps. Et là, est-ce qu'ils ont eu le temps de consulter tous ces dossiers ou pas avant de commencer à communiquer? Mais j'espère qu'ils vont et il faut qu'ils communiquent de toute façon. Je suis passé par là. Si on ne communique pas, si on ne discute pas avec, d'abord à l'intérieur de l'entreprise, d'abord à l'intérieur, c'est-à-dire le PDG ou un vice-président, s'il ne va pas sur le terrain, s'il ne discute pas avec les ingénieurs, avec les techniciens, avec les travailleurs, avec le chauffeur, avec le cuisinier, avec je ne sais plus qui, ça marche pas, hein. Il faut qu'il soit en contact avec le terrain. Ça d'une part. Et vers l'extérieur, pas seulement les journalistes. Bon, les journalistes, parce qu'il suffit de leur donner de la bonne information, transparente, et puis c'est tout. Ils demandent pas. C'est vrai qu'il y a des journalistes qui demandent des scoops aussi, parfois. Mais dans le cas de Sonatrach, soyons d'accord, monsieur Attal, pour dire que nous, nous sommes des médiateurs. Nous ne faisons que transmettre au public. Mais nous n'avons aucune lisibilité. C'est-à-dire, on a un double embargo. Il y a aussi le ministre qui ne communique pas autant que son prédécesseur. Il est nouveau aussi, hein. Ça fait pas longtemps. Et, je sais pas, donc je peux pas juger. C'est vrai. Aucun de ces deux responsables, il faut pas quand même, je vais pas dire le contraire, hein, n'a communiqué à sa date. Maintenant, pourquoi? Moi, je pense qu'ils sont en train de prendre connaissance des dossiers. Oui. Mais moi, si j'ai un avis à donner, ils ont intérêt à communiquer le plus rapidement possible. Monsieur Attal, on est à la veille. Pas de communication, c'est vraiment... Vous avez été ministre, vous avez été soutien de monsieur Ali Benflis, donc vous faites la politique, vous n'êtes pas sans savoir qu'on parle d'un remaniement imminent, consécutif au changement à la révision de la Constitution en cours, probablement dimanche prochain. Le ministre de l'Énergie peut être concerné par ce remaniement. Donc on peut se retrouver très vite. On peut se retrouver très vite dans un nouveau scénario où il y a encore un nouveau ministre qui aura besoin de temps. Vous en êtes conscient? C'est vrai. À ce moment-là, on aura perdu le nombre de mois, c'est-à-dire avec un nouveau, effectivement. Mais peut-être qu'on aura un nouveau qui connaît encore mieux les dossiers et puis il démarrera rapidement. Bon, je veux pas parler de moi. Moi, personnellement, moi, je sais que dès le début, j'ai communiqué, j'ai dit ce que je savais, point. Oui. Sans aucune... ce que je savais pas, je dis, je sais pas faire. Monsieur Attal, on sera amené à reparler des politiques publiques. Vous avez raison, la communication est extrêmement importante. Moi, j'en sais quelque chose. Je suis passé à Sonatrach, je suis passé au ministère des Ressources en eau. Il faut communiquer énormément. Et je dirais même qu'un ministre, un PDG d'entreprise comme Sonatrach doit être en contact constant avec d'abord ses troupes, sur le terrain surtout. Un ministre, un PDG qui ne rend pas visite, par exemple, pratiquement tous les mois à Hassim Saoud ou Hassermal, par exemple, à ses troupes, s'il le fait, le résultat ne sera que bénéfique. S'il ne le fait pas, il y aura que des problèmes.
Voilà. Très bien, c'est bien enregistré. On sera amené à reparler, Hassan, en fin d'émission, de la partie politique publique et effectivement de comment on l'a décliné, comment on l'a, entre guillemets, l'a présenté aux partenaires de l'Algérie notamment. Alors évidemment, nous allons profiter de votre présence, Monsieur Abdelmajid Attal, pour parler de l'évolution du contexte mondial de l'industrie pétrolière. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça descende aussi bas que ce matin, on est encore à nouveau en dessous des $30 pour le baril, en tous les cas pour le léger américain. Je ne m'attendais pas, et je peux même dire que je reconnais que même parfois j'ai été un peu optimiste et j'ai donné des chiffres qui ont été complètement démentis. Je suis pas le seul. Même le FMI il était complètement à côté de la plaque, la Banque mondiale, la plupart des analystes, mais je crois que personne n'attendait ce prix de 20. C'est vraiment, on s'attendait vraiment pas. Maintenant, il faut peut-être revenir en arrière, ou plutôt regarder les choses en face. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce ne sont plus les fondamentaux seulement qui agissent sur le prix du baril. Depuis pratiquement une dizaine d'années, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu des mutations extraordinaires dans le secteur de l'énergie d'abord, avec la venue surtout des hydrocarbures non conventionnels qui ont changé complètement la donne au niveau du principal marché mondial, les États-Unis. Doublé à cela la récession économique qui est vraiment continue. Et on l'a voyé depuis des années. On aurait dû peut-être essayer de voir loin et prendre des précautions. On ne l'a pas fait. Personne ne l'a fait, de toute façon, même ailleurs. Maintenant, personne ne l'a fait pour prendre des dispositions, par exemple, sur le plan énergétique et sur le plan économique. Mais sur le plan énergétique, par contre, les pays consommateurs, par exemple, surtout ceux qui ne sont pas beaucoup producteurs, comme l'Europe, surtout, qui est notre principal client, ces gens-là, ils ont pris des précautions. Ils ont réduit leur consommation. Ils ont introduit de façon massive les énergies renouvelables et l'économie d'énergie en même temps, en mettant le paquet au point de vue progrès technologique. Ils ont diminué, l'Europe a diminué de 35% sa consommation en gaz naturel. C'est extrêmement important, ça. Monsieur Attal, rassurez-nous, vous n'êtes pas en train de nous dire que la direction stratégie et prospective du ministère n'a pas vu venir tout cela, du ministère de l'Énergie ou de son Sonatrach d'ailleurs? Ils n'ont certainement pas vu venir, effectivement. C'est aussi clair, hein, mais il n'y a pas que eux qui n'ont pas vu. L'Union européenne, l'objectif 3 x 20, ça fait quand même 15 ans qu'elle l'a arrêté. Et qu'ils en parlent. Nous aussi, on parle à peu près. Non, mais l'ont réalisé. Mais on ne réalise pas grand-chose. Hein. Donc vous dites, ce contexte, on le connaît. La conséquence, on la connaît aussi, c'est que l'offre mondiale de brut est devenue structurellement excédentaire. Ah oui. Il y a 2 ans. Il y a l'offre. Et ce qui a changé surtout, c'est le modèle de consommation. C'est le modèle de consommation. Alors, dans le monde. Hein. Donc, on est rentré dans une. Là, vous confirmez qu'on est rentré dans une relative longue période de dépression des prix. Absolument, oui, absolument. Moi, je pense que, je disais il n'y a pas longtemps que le prix va reprendre et que le prix moyen sera autour peut-être de 40 ou de 45. Moi, je maintiens. Ce que je dis simplement. On parle de quelle année? 2016. D'accord. Je parle de 2016. Maintenant, 2005, il faut oublier. Non, on va à 2015. J'étais à côté de la plaque. Non, 2015, c'était quand même entre 50 et 55. Oui, c'est ça, un peu plus, effectivement. Mais à un certain moment, il est descendu très bas, il est remonté jusqu'au mois de mai. Mais la moyenne, disons. Et puis après, il a rechuté. La moyenne donnée par la Banque d'Algérie récemment, c'est $56 en moyenne sur les 9 premiers mois de l'année. On va faire un peu moins sur toute l'année, mais bon. Cette année, on va avoir un peu trop parce qu'on est descendu à un niveau, un plancher. Pour ça, je disais récemment, c'est-à-dire, on ne peut pas descendre en dessous de $25. En toute logique, bien sûr. Hein. C'est-à-dire, mais on ne peut pas descendre en dessous, c'est-à-dire dans la durabilité. C'est-à-dire, parce que à $25 au moins, ce prix est insupportable pour au moins 50% de la production mondiale qui est située au niveau des pays les plus gros consommateurs. Je parle de la mer du Nord, l'Amérique du Nord, le Canada, le Golfe du Mexique, y compris l'offshore brésilien, certaines productions pratiquement en Océanie.
qui est en Asie océanique. Parce que là, les prix, c'est pas rentable à $25. Monsieur Attal, permettez-moi permettez-moi de faire l'avocat du diable. Et il y a certains spécialistes, pas vous, mais d'autres, ici même, à l'invité du direct, qui nous disaient il y a 18 mois, ou il y a une année au début de ce cycle baissier, on ne pourra pas descendre en dessous des $60 parce que déjà le schiste nord-américain va sortir du marché. Je suis désolé. Et les Américains vont réagir pour le défendre. Voilà. Donc je me permets d'être prudent et de le rappeler. Non, c'est bien de le rappeler, mais ça concerne les schistes, c'est le pétrole de schiste. Oui. D'accord. Effectivement. 4 millions de barils jour pour les États-Unis, quand même. Oui, beaucoup plus que cela. Mais à l'export. Je suis désolé, mais le pétrole de schiste aux États-Unis, il y a différentes catégories. Il y a un pétrole de schiste qui ne peut pas résister à 60 ou $70, mais il y a un autre pétrole de schiste qui résiste à 40, et il y en a même qui résiste à 30 ou $35 le baril. Et le marché américain est complètement différent par rapport aux autres marchés. C'est-à-dire là-bas, vous produisez un baril ici, vous pouvez le consommer, le transformer à 10 km. Vous n'avez pas besoin de... Et il y a un réseau de transport tel, aussi bien pour le pétrole que pour le gaz. Donc, la situation est complètement différente. Ça d'une part. D'autre part, le pétrole de schiste ne s'est pas arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis produisent. Pourquoi? Parce qu'ils ont foré plus de 40 000 puits. Les puits sont là. L'investissement a été fait. C'est vrai qu'il y a des pertes. C'est comme si on compare à l'Algérie, par exemple, aujourd'hui. Tiens, allez, le prix va baisser à $10. Ça ne devient pas rentable. Est-ce qu'il faut arrêter la production? On m'a posé cette question. J'ai dit non, on n'arrêtera jamais. Même à $1, on n'arrêtera pas. Parce qu'on en a d'abord besoin. Et les États-Unis, ils ont les 40 000 puits. Bon, on peut arrêter 10 000, on peut arrêter 15 000 puits. Mais le reste, ils continuent à produire. Comment ils font pour résister, justement? Comment ils font pour résister, justement? Parce que la production américaine, on nous dit ça fléchit légèrement, mais c'est toujours à 10 millions de barils le jour. Là, ils ont fait aussi des progrès technologiques extraordinaires. Et des progrès en matière de diminution des coûts de production. Alors, ils ont diminué pratiquement de 40%. Alors, entre 2014 et la fin 2015, c'est-à-dire au moment de la crise, ils ont senti, surtout les petites sociétés, ils ont diminué les coûts de production de façon extraordinaire. Chose que personne n'avait prévu. Ça m'amène à la question qui découle de source. Est-ce que M. Ali Naimi, le ministre de l'Énergie saoudien, a fait un faux calcul finalement, en pensant engager une guerre des prix qui éliminerait ce type de producteurs? Quelque part, je crois qu'il s'est tiré une balle dans les pieds. Effectivement. Moi, je pense qu'ils n'ont pas prévu que l'économie... Enfin, on parle de l'Arabie Saoudite. Oui, l'Arabie Saoudite, effectivement, ils n'ont pas prévu que les États-Unis, enfin, disons que la production non conventionnelle résisterait jusqu'à ce niveau. Et vous savez, et comme derrière, il y a certainement aussi des objectifs politiques, géostratégiques, à cause de ce qui se passe avec l'Iran, entre la Russie, l'Europe, la Russie, les États-Unis, etc. Il ne faut pas oublier que les pays du Golfe sont les alliés des États-Unis, qu'on le veuille ou non. Ils ne peuvent pas aller politiquement, économiquement, à l'encontre des intérêts des Mais pourtant, ils le font en ce moment, puisqu'ils maintiennent une politique de part de marché qui met en danger... Il faut quand même préciser que elle ne gêne absolument pas les États-Unis. Ils assurent leur autonomie. Il faut quand même noter que les actifs du gaz de schiste sur le marché boursier new-yorkais sont en train de ressembler aujourd'hui à du subprime. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle d'un risque subprime qui est porté par les actifs, notamment du gaz de schiste et du pétrole de schiste. Donc le système américain est quand même menacé par l'attitude des Saoudiens. On ne peut pas dire que ça soit des alliés jusqu'au bout. Il est menacé depuis que le prix a baissé en dessous de $40. Mais à $40 et au-delà, parce que imaginez un instant, imaginez par exemple que le prix du baril remonte maintenant. Mais à chaque fois qu'il remontera, pour chaque $1 de remontée, il y aura un baril de non conventionnel en plus. C'est pour ça que j'ai dit on entre dans un nouvel ordre. On entre dans un nouvel ordre où ce n'est plus les pays de l'OPEP qui vont agir seuls sur les prix. Même s'ils prennent une décision, si leur réunion, la prochaine réunion, si elle a lieu, je ne sais pas, elle n'est pas encore décidée en février, je crois, si elle a lieu, et même s'ils prennent une décision, ils ne seront pas les seuls. C'est-à-dire que, quelque part, les États-Unis, avec leur capacité en production non conventionnelle, sont le deuxième swing producer dans le monde. Régulateur du marché. Absolument. Et là,
des prix bas, c'est dans l'intérêt aussi de l'économie mondiale, hein, notamment des pays industrialisés. Parce qu'un prix bas du pétrole permet une éventuelle reprise économique, et une reprise de la consommation, donc reprise de la production, etc. etc. La dernière fois où on a été dans cette situation, Monsieur Attal, vous devez très bien vous en souvenir, c'était en octobre 2009, crise des subprimes. Il y a eu la grande conférence d'Oran, de l'OPEP, qui a permis par sa décision, donc une baisse de plus de 50, une très importante baisse de la production, 4 millions de barils. Voilà. Et la Russie, je me rappelle, j'ai couvert cet événement, le ministre de l'énergie russe était présent. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, un rapprochement Russie-Arabie Saoudite pour limiter les dégâts peut permettre un petit rebond qui nous ferait remonter un peu le prix moyen de l'année, parce que pour le court terme c'est raté, mais pour le prix moyen de l'année, est-ce qu'on peut compter sur ce type d'événement? Si, un rapprochement, même si c'est un rapprochement de façade entre l'Arabie Saoudite et la Russie, et si l'Iran met un peu d'eau dans son vin aussi, hein, en ne menaçant pas comme ça d'augmenter de 500 000 ou d'1 million de barils, fera certainement rebondir les prix au-delà de $35. Ça, c'est garanti. Mais est-ce que ça va avoir lieu ou pas? Je n'en sais rien. En ce qui concerne l'Iran, quand même, j'ouvre une parenthèse, attention, hein, parce que beaucoup de gens disent, voilà, l'Iran va inonder le marché. Ils ne l'inonderont pas. Leur capacité de production, les installations de production de l'Iran elles ont subi tellement de dégâts faute de rénovation, à cause de l'embargo depuis 10 ans quand même ou plus. Donc, ils sont incapables de mettre 500 000 barils jour sur le marché du jour au lendemain. Le maximum qu'ils peuvent faire, c'est 150 000 à 200 000 barils jour. Ça, ils peuvent au bout de 2 mois, 3 mois. Ils n'atteindront peut-être 500 000 que s'il y a des investissements, s'il y a des efforts d'ici la fin de l'année, et s'il y a des preneurs aussi. Parce que mettre 500 000 barils jour sur le marché, encore faut-il trouver des clients. Il n'est pas sûr qu'ils trouveront. Ils trouveront peut-être des clients, par exemple, surtout les Chinois. Donc vous nous apportez peut-être une bonne nouvelle, M. Attal, ce matin. Oui, vous nous dites que le risque d'offres excédentaires apportées par l'Iran, n'est pas aussi important que cela. Il n'est pas aussi important que ça. Deux, peut-être que les marchés l'ont déjà intégré, c'est-à-dire que les prix ont déjà baissé et l'ont anticipé. Oui, absolument. Les gens, ils anticipent, ils savent parfaitement. Maintenant, bon, les déclarations de l'Iran, elles sont faites beaucoup plus. C'est une guerre de communication, de communiquer entre eux et l'Arabie Saoudite, enfin, et tous les pays du Golfe. Enfin, voilà ce qui se passe, c'est tout. Alors, chacun dit, je vais produire plus, Dans le meilleur des scénarios, alors, avec ce petit rebondissement qui peut avoir lieu, rapprochement Russie, éventuellement Arabie Saoudite, baisse de sortie du marché de certains producteurs qui sont très chers, etc. Parce que bon, ça peut arriver même aux États-Unis. Il y en a qui ont commencé à sortir de toute façon. Voilà. Donc, ça nous amène vers quoi, ça? $40 de prix moyen sur l'année, au mieux? 35, 40. À mon avis, oui. Donc nous sommes mal, nous sommes toujours mal. Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Mais on est dans. Personne n'est capable peut pas aller au-delà. C'est la prévision du gouvernement, hein, de toute façon. C'est la prévision du gouvernement. Dans la loi de finances, elle est à $45, hein, disons, pour le prix du marché. Pour le prix du marché. Oui, pour le prix du marché, c'est $45 en 2016. Bon, on est un peu dans ce scénario. Enfin, vous êtes un petit peu dans ce scénario, vous aussi. Absolument. Pour l'instant. On n'ira pas plus loin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a première, donc ça nous amène vers la suite de notre entretien rapidement. Il y a eu 2 premières mesures qui ont été prises dans la loi de finances 2016, augmentation du prix du carburant, augmentation de certaines tranches de la consommation d'électricité. Est-ce que c'est une réponse qui est à la hauteur des enjeux, M. Attal, selon vous? Non, elle n'est pas à la hauteur de l'enjeu, disons, mais c'est au moins un démarrage, quoi. Le prix des carburants, le prix du gaz naturel, enfin l'augmentation du prix, bon, c'est pas aussi important que cela de toute façon. À mon avis, sa conséquence ou son effet plutôt, l'effet attendu, c'est beaucoup plus un effet psychologique, de façon à ce que les gens puissent prendre conscience qu'aujourd'hui, nous sommes en crise. Nous sommes en crise. Le coût de l'énergie en Algérie est trop bas par rapport à tous les autres pays. Tous, sauf peut-être la Libye, je crois, ou le Venezuela, c'est tout. Mais autrement, on est au-dessus de tous les prix. Même en dessous. En dessous, pardon. Y compris les plus gros producteurs comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran, Qatar. Tous ces pays avaient déjà des prix
plus élevés que nous, et ils viennent de les augmenter à cause des crises qu'ils subissent. Le gaz naturel, par exemple, coûte 6 fois plus cher en Iran ou en Égypte par rapport à nous. L'électricité, l'essence, le gasoil, etc. Tout le reste, je n'ai pas une idée des prix exacts, mais c'est entre 3 à 6 fois, parfois même 10 fois plus cher que nous. Alors vous dites c'est un début. Quel est le rythme? Moi, c'est un début. Quel est le rythme de réajustement que vous pourriez conseiller en tant qu'expert? Il faut l'augmenter chaque année de quelques pourcentages. À mon avis, il faut continuer. Il faut attendre une année complète? Ah oui, absolument. Non, là, on peut pas. Parce que vous savez, déjà, on commence à avoir un petit peu les remous, enfin parce que là on a perdu du temps. Voilà. Ça sert à rien de parler du passé, hein, mais on a perdu du temps. On aurait dû commencer à augmenter les prix il y a 10 ans de cela, à raison même de 1 ou 2% par exemple par an. Et là aujourd'hui on aurait non pas des prix raisonnables, mais surtout une consommation raisonnable. Parce que les bas prix, leur préjudice en Algérie, c'est la surconsommation. Surconsommation d'électricité, de gaz, de tout produit énergétique. Voilà Donc, aujourd'hui, on ne peut pas quand même rattraper les 10 années et dire, tiens, allez, on va augmenter de 20%. Ça va être la catastrophe. Hein. Moi, je pense que le gouvernement n'est pas fou. Hein. Il ne va pas prendre une décision pareille en remuant des diables. Il a mis beaucoup de temps pour l'envisager. Alors justement, pour enchaîner sur ce que vous venez de dire, on a eu cette semaine, disons, un bilan qui a été... Donc, on a un système d'information qui fonctionne quand même relativement bien, contrairement à ce qu'on dit souvent. Un bilan qui a été établi par le ministère de l'Énergie. Ouais, c'est la CREG. C'est la CREG. C'est ça. Non, le comité de régulation de l'électricité et du gaz. Non, là, c'était carrément le ministère de l'Énergie. C'est des statistiques de la consommation d'énergie, disons... Fournies par la CREG. Fournies par la CREG. Bon, disons, au cours des 9 premiers mois de l'année. Alors, au cours des 9 premiers mois de l'année, on nous dit que la consommation d'énergie en Algérie a augmenté de 7,5%. Globalement. On nous explique aussi que dans cette consommation, il y a 13% d'augmentation du gaz. 13% dans l'année. C'est-à-dire, on a un PIB qui augmente de 3% et on a une consommation de gaz qui augmente de 13%. Et on nous dit aussi que les carburants, particulièrement l'essence par exemple, consommation d'essence normale, disons, super, a augmenté de 7,5%. Alors, quel commentaire vous faites, vous? Que ça vous inspire quelle conclusion de l'inquiétude. Ouais. Ça m'inspire de l'inquiétude, à savoir que la consommation, le taux de consommation énergétique augmente de plus en plus, malgré toutes les alertes, malgré toutes les appels en quelque sorte à une retenue en matière de consommation, à travers notamment l'augmentation mais l'augmentation elle est récente évidemment, elle ne pouvait pas avoir d'effet. En 2015 c'était les mêmes prix qu'auparavant, mais je pense que ça fait quand même plusieurs années qu'on appelle. Moi, je me rappelle, depuis que j'interviens en quelque sorte dans la scène médiatique, j'ai toujours dit que l'Algérie était l'un des pays les plus énergivores dans le monde. C'est le plus énergivore dans la Méditerranée. Nous consommons plus de gaz, plus d'électricité, et surtout, on la consomme sans plus-value, sans quelque chose, sans retour de quelque chose. Tout le monde sait que l'industrie, par exemple, elle consomme, je crois, si je ne me trompe pas, 7 ou 8% à peu près de l'énergie primaire en Algérie. C'est faible par rapport au standard mondial. Le transport consomme 13%, si je ne me trompe pas. Et le résidentiel 15,5%. Voilà où va l'énergie. Elle va dans un secteur de consommation où il n'y a pas de plus-value. L'industrie, 8%. C'est pas normal. Donc, voilà cette augmentation, à mon avis, on ne peut plus, le pays ne peut plus on peut la supporter au point de vue ressources. On a assez de gaz, on a assez de pétrole. Si on le destine uniquement à la consommation nationale, on en a pour 50 ans, 60 ans et peut-être probablement plus. Hein. Mais il faudra exporter autre chose. Malheureusement, c'est aussi la principale recette. Alors, monsieur, est-ce que ce que vous dites, ça plaide en faveur, disons, de mesures qui seraient des mesures de caractère économique. On a dit aux Algériens, on les a invités, d'ailleurs récemment encore, je me souviens, le ministre des Finances disait, il faut que les Algériens deviennent plus sages, il faut qu'ils aient un comportement plus civique, etc. Mais apparemment, ça sert à rien. Je veux dire, si on dit aux gens, il faut avoir un comportement plus civique et en même temps on leur donne l'essence gratuitement, ils vont consommer l'essence. Gratuitement. Il
faut leur envoyer quand même un signal économique, disons. C'est fait ça déjà, Hassan. Je ne sais pas si tu en as aperçu, oui, mais le signal il a été déjà fait. Le signal a été fait avec cette augmentation, et c'est pour ça que j'ai dit un effet. C'était pour d'abord induire un effet psychologique au sein de la société. Au sein de la population, et en même temps, quelque part derrière, il y a une menace pour dire attention. Alors, on vient d'augmenter un petit peu, mais l'année prochaine, on augmentera encore. Monsieur, et après encore, et ainsi de suite. Ça c'est clair. Monsieur Attal, on a dit un mot sur peut-être le premier gisement, celui des économies d'énergie. Absolument. C'est clair. Bon. Et le levier ne peut être qu'économique, on peut être que d'accord avec Monsieur Hassan Haddouche. Les autres éléments on va dire, du modèle énergétique algérien, en dehors de la réduction de la consommation, c'est à la fois peut-être essayer d'augmenter la production des énergies conventionnelles. Dans un premier temps, c'était d'abord essayer d'augmenter les hydrocarbures. Ensuite, dans la transition, le renouvelable. C'est un peu les 3 pieds sur lesquels on essaie d'avancer. Alors, on va dire un mot quand même sur ce que vous connaissez le mieux. Est-ce qu'on peut encore augmenter et de combien? Yousfi, l'ancien ministre de l'énergie, avait bien conscience que cette marge de progression du conventionnel était réduite et il avait fait du gaz de schiste son grand projet. Aujourd'hui, on est obligé de renoncer au gaz de schiste. Est-ce que vous confirmez que Sonatrach a bien renoncé au gaz de schiste? 2, qu'est-ce que ce projet devient? Vous l'avez vous avez dit qu'il fallait maintenir une veille. Vous êtes impliqué et vous avez dit, dans tous les cas, il faut maintenir une veille, il faut évaluer les ressources. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bien. Alors, d'abord, Yousfi, on a fait peut-être un cheval de bataille, mais à la fin, bien qu'à un certain moment, moi, je n'étais pas tellement d'accord, c'est-à-dire qu'il en a fait un cheval de bataille beaucoup plus au point de vue communication. Yousfi, on a fait un cheval de bataille au point de vue communication et promotion de ce type d'hydrocarbures pour attirer des partenaires. Mais il savait parfaitement, je n'ai pas le droit de parler à sa place, mais il savait lui-même que ça ne pouvait pas démarrer au point de vue production au bout d'1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou même 5 ans, ou même 10 ans. Il le savait. Mais l'essentiel, c'était de se lancer. Donc, il a modifié notamment la loi en 2013 dans ce but-là. La loi a changé en 2013 essentiellement au point de vue, un tout petit peu au point de vue fiscalité. Il y a eu des arrangements, notamment, c'est-à-dire la fiscalité en fonction du rendement et surtout la définition des non-conventionnels et comment rentrer dans le non-conventionnel. C'est ça le changement qu'il y a eu en 2013. Maintenant, est-ce que Sonatrach a gelé ou non cet objectif? Je ne peux ni le confirmer ni l'infirmer. Je n'ai pas d'information. Mais moi, je n'ai pas vu de décision officielle de Sonatrach. Mais le niveau des investissements que cela requiert, on peut facilement... Parce qu'il y a crise. Écoutez, je pense que Sonatrach a d'autres chats fouettés aujourd'hui. Il faut qu'elle s'occupe d'abord des gisements qui produisent. Il faut qu'elle se redéploie au point de vue recherche, par exemple sur les conventionnels, pour essayer de renouveler le plus rapidement, disons, ce qui peut être produit plus rapidement que les non conventionnels. Donc il est tout à fait logique qu'elle change un petit peu ses priorités. Le gaz de schiste ou le pétrole de schiste ne devrait plus être effectivement la priorité de Sonatrach, et c'est tant mieux à cause de tous les problèmes. Mais, moi, personnellement, j'y crois au potentiel en gaz de schiste algérien. Mais c'est un agenda différé. Mais c'est un agenda, et c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, dans le meilleur des cas, le gaz de schiste ne pourra contribuer à la production algérienne en gaz qu'à partir de 2025, dans le meilleur des cas. Mais maintenant, c'est... avec la crise. C'est pas un problème d'actualité. Donc, pour voilà, l'instant, ce n'est plus un problème d'actualité. Très bien. Ce que vous dites quand même est important. Disons, vous nous dites... je veux dire... Revenons au bilan qui a été dressé récemment. Le bilan dressé récemment, c'est celui pour les 9 premiers mois de l'année. C'est pas seulement une augmentation de la consommation interne, c'est aussi une baisse de la production
Donc légère, hein, là de 2% à peu près. Bon, 2%, c'est le chiffre qui a été communiqué. Enfin, disons que l'objectif est quand même d'augmenter. Hein, c'est ce qui a été l'objectif est d'augmenter, mais le résultat résultat qui a été donné pour les 9 premiers mois de l'année, c'est une baisse d'environ en 2015. En 2015. Ah oui, en 2015, oui. Et c'est aussi une baisse, alors ça c'est un plus inquiétant, c'est une baisse de l'effort d'exploration. Là, on nous dit, en matière d'exploration, il y a une baisse de 8 ou 9%. Donc, c'est important. Alors, comment s'explique cette baisse de l'exploration? Donc, et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut compter sur les efforts propres de Sonatrach ou est-ce qu'il faut attirer des investisseurs étrangers? À mon avis, il nous faut compter pour le moment, disons, dans cette période de transition, de crise, avec un baril qui tourne autour de 40, en admettant qu'il va se stabiliser à 40, en moyenne évidemment, pas se stabiliser. La moyenne, Sonatrach ne peut compter que sur ses propres efforts. Ce ne sont pas les partenaires, et ce n'est pas le partenariat, ni un éventuel appel d'offres qui va pouvoir augmenter les efforts de recherche en Algérie pour 2016. Ah oui, bon, c'est pour 2016. Ça, c'est, 2016 et... Maintenant, les capacités de financement de Sonatrach, est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème? Si elle doit compter que sur... On enlève tous les problèmes de ressources humaines, de confiance, de prise d'initiative, etc. On suppose que la confiance est revenue, que le management veut travailler. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de financement de l'investissement? Il y a un problème de financement, ça va de soi, parce que les bénéfices ou ces capacités de financement vont être extrêmement réduites en 2016, en 2017 et peut-être même en 2018. Maintenant, il faudrait peut-être changer de méthode de travail. C'est pour ça que dernièrement, moi, j'ai dit qu'il y a possibilité d'aller à l'endettement dans certains secteurs. Dans le secteur pétrolier notamment, par exemple. En matière de recherche, l'exploration, vous ne trouverez jamais une banque qui finance l'exploration. Ça, c'est parce que c'est risqué. Une fois sur 4, une fois sur 5, on ne découvre pas. On ne découvre qu'une fois sur 5. C'est l'inverse. Donc, personne ne finance l'exploration, la recherche. Le développement, on peut financer, on peut trouver des financements. La pétrochimie, par exemple, le raffinage, la transformation des hydrocarbures, par exemple, de façon générale, on peut. Pourquoi? Parce que ce sont les projets eux-mêmes ou la production, leur production qui garantit le... Donc, il faudrait quelque part, à mon avis, que Sonatrach, si elle veut traverser cette période de transition, par exemple, qu'elle revoie un petit peu. Parce que jusqu'à maintenant, elle finançait tout en fonds propres. Alors, il y a une autre manière de régler le problème. Maintenant, il faut changer. Il faut changer en fonction de la situation. Monsieur Attal, il y a peut-être aussi une autre manière d'envisager ce problème de financement. Les Saoudiens ont évoqué la possibilité de faire entrer Aramco sur la bourse de Riyad, d'ouvrir le capital d'Aramco. C'est un sujet vraiment... je vous pose la question. Vous êtes Moi, je suis contre. Vous êtes contre l'ouverture du capital, ne serait-ce que à hauteur de 10, 15, 20%. Même si c'est 1,5%, moi, je crois. Surtout en ce moment. C'est-à-dire que nous sommes en position de faiblesse. Ce n'est pas quand on est faible qu'on doit, à ce moment-là, mettre en danger, par exemple, notre principal atout. Je suis désolé, mais le principal atout... Alors, si on parle de l'épargne publique à Alger, on ne parle pas de partenaires étrangers, on parle de l'épargne populaire. Une opération mais qu'est-ce qui garantit que cette épargne populaire restera populaire? C'est ça. Enfin, je suis pas. Non, mais vous avez raison. Vous êtes libre économiste, Non, mais Sonatrach a déjà été sur le marché obligataire national. Les emprunts obligataires et tout ça, il n'y a pas de problème. On était les premiers à lancer. D'ailleurs, moi-même, j'avais acheté des bons à cette époque et j'ai gagné un peu d'argent. Avec des bons émis par Sonatrach. Non, je ne parle pas des emprunts. Lancer des emprunts obligataires, ce serait une bonne chose. Pas seulement par Sonatrach, mais par toutes les autres entités qui ont des projets stratégiques, par exemple, qui offrent une certaine garantie. Alors, évidemment, c'est difficile de lancer un emprunt obligataire pour un barrage ou une conduite d'eau. Monsieur Attal, malheureusement, on approche de la fin de cette émission. Il y a beaucoup de choses beaucoup de choses à évoquer. Vous avez dit quelque chose sur Sonatrach. Vous dites Sonatrach a d'autres chats à fouetter en ce moment que de développer le gaz de schiste. Ouais. Nous, on entend dans la bouche de M. Boutelfa quelque chose d'équivalent. Il ne le dit pas comme ça, pour les énergies renouvelables. Est-ce que c'est pas ça qui a bloqué l'Algérie à moins de 400 mégawatts de renouvelables aujourd'hui, alors qu'il y a un programme de 22 000 sur l'échéance de 2030. On est à moins de 400 mégawatts.
je ne sais pas, quelque part aussi, il faut se mettre... C'est pas pour défendre. Hein, oui, bien. Parce que moi, j'ai discuté avec lui à plusieurs reprises. Il dit, écoutez, mais moi, d'abord, personne ne veut beaucoup de gens ne payent pas le gaz et l'électricité. On me demande de suivre l'augmentation de la demande, c'est-à-dire donc de répondre à la demande. Il n'y a pas de fonds. Il faut se battre pour trouver des financements. Et dernièrement, je crois que d'ailleurs... Monsieur Sellal a autorisé son gaz à aller sur le marché. Aller sur le marché. Et parallèlement, on me demande de financer les énergies renouvelables. C'est pour ça qu'il était dans une position, moi je crois qu'il n'est pas du tout enviable. Hein. Donc il faut peut-être... Pas lui-même personnellement, mais son Monsieur gaz. Attal, vous êtes demain vous êtes ministre de l'énergie. On va pas vous le souhaiter. Je ferai pression. Pour qu'il y ait un autre acteur qui soit l'acteur qui développe les renouvelables. C'est la meilleure solution. Il aurait fallu créer une entreprise indépendante, une entreprise publique au démarrage, et là peut-être même ouvrir son capital. Là oui. Est-ce qu'on l'avait pas déjà cette entreprise? On avait, mais je ne sais pas pour quelles raisons elle a été complètement mise de côté. Je sais pas. Je ne connais pas les raisons, mais c'est dommage. Nous parlons de Nil. Hein? C'est dommage, exact, de Nil. Exact. Oui. C'est dommage. Je ne comprends pas pourquoi. Les Marocains développent le renouvelable avec une entreprise indépendante. Ils ont déjà développé 300 mégawatts, ils sont sur 400 mégawatts. À Ouarzazate, 500. C'est quelque chose de... Donc, je dis, il aurait fallu non pas charger Sonelgaz de développer les énergies renouvelables, mais charger un autre opérateur, créer une entité à côté pour développer les énergies renouvelables. C'est pas trop tard. Ils peuvent le décider demain. Il y a une filiale, elle s'appelle SKTM, je crois. Sharikat Kahraba. Qui est une filiale du groupe Sonelgaz. Mais qui est filiale de... C'est pas suffisant, à mon avis. C'est pas suffisant. Et au rythme où on y va, avec 353 mégawatts sur les 22 000 à 2030, alors que Sonelgaz affiche une capacité de 15 800 mégawatts 2015 et elle veut arriver à 43 000 mégawatts en 2030. Donc les 22 000 mégawatts ENR. Monsieur Attal, je vais pas vous laisser. Gros défi. Je vais pas vous laisser sans une autre profession de foi. Vous avez dit sur le gaz de schiste, c'est pas parce que ça se casse la gueule aujourd'hui que vous n'y croyez pas. Vous croyez au potentiel à long terme. Ah oui. Qu'est-ce que vous dites pour le renouvelable? Alors, j'ai besoin d'une déclaration équivalente sur le renouvelable. J'y crois aussi. Et il est absolument nécessaire d'y aller. Pourquoi? Parce que dans tous les pays du monde, la transition énergétique aujourd'hui se fait essentiellement à travers d'abord des sources propres. La meilleure source propre, c'est le gaz naturel en ce moment. La source non renouvelable, évidemment. Le pétrole, il va perdre de son influence. Au-delà de 2025, il sera consommé essentiellement par ses propres producteurs. Fima fiha, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, ils consomment déjà beaucoup. De la conférence de Paris, notamment, voilà. sur le climat. On va y arriver. Hein. Et le gaz naturel, il ne peut pas continuer sur... Et les énergies renouvelables sont les meilleurs partenaires du gaz naturel pour l'avenir. Et là, c'est ça la transition qu'il faut. La transition, c'est gaz naturel, énergie renouvelable. Évidemment, il y a toutes les autres actions, technologie, baisse de consommation, efficacité énergétique, etc., etc. Monsieur Abdelmajid Attal, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce matin. Merci. Je vous remercie.